permet l'accès en live et le replay du contenu du salon. Donc les auditeurs à distance sont invités à se connecter pour suivre le direct des conférences en version audio. Et vous pouvez aussi parfois poser des questions, si vous le souhaitez, pour la fin de la session. Donc bonjour à vous, bonjour à tous les trois. Merci de participer à cette table ronde sur le sujet de l'interopérabilité des systèmes de santé. Donc, je suis Vincent Galland, je suis directeur associé de Digital Pharma Lab. Et donc, j'ai été invité ici pour animer cette table ronde. Et donc, je vais tout d'abord juste repréciser certaines choses. Donc, en septembre 2018, Emmanuel Macron présentait le plan Ma Santé 2022, qui vise à remettre le patient au cœur du système de santé. Et il disait nous devons nous doter d'une véritable offre de santé numérique. 8 mois plus tard, en avril 2019, il y avait la présentation de la feuille de route du virage numérique par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, et qui se décline en 5 points, dont le deuxième est intensifier la sécurité et l'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Le 26 juillet, donc, la loi Ma Santé 2022 est publiée au JO, au journal officiel, et tout le dispositif est en place pour faire passer le virage du numérique en santé, du virtuel, enfin de la théorie à la réalité. La question maintenant, c'est de savoir comment on met cela en œuvre, qu'est-ce qu'on peut tirer des retours d'expérience terrain d'aujourd'hui, ce dont vous nous parlez les intervenants, quelle stratégie semble la plus pertinente pour y arriver. Et donc, pour mieux comprendre ces enjeux et comment cela se passe, nous avons l'honneur d'accueillir donc 3 intervenants que je vais laisser présenter. Peut-être on va commencer par vous, Isabelle. Bonjour à tous. Donc je suis Isabelle Verne, je suis responsable marketing produit chez Novacom. Et Novacom, donc c'est un éditeur de logiciels français et un expert en interopérabilité et sécurité depuis 2002. En quelques chiffres, donc aujourd'hui, plus de 1600 clients nous font confiance, que ce soit des établissements de santé publique comme le CH de Châlons, des établissements privés, des laboratoires, des organismes de santé publique, différents acteurs de la santé. Innovacom, c'est aujourd'hui 200 collaborateurs. Et en 2018, Innovacom a rejoint le groupe Orange, en particulier la filiale Orange Business Services. Et donc, aux côtés d'Orange Healthcare, nous accompagnons les professionnels de santé, les différents acteurs de cet écosystème, et on développe des solutions d'interopérabilité, de sécurité, d'hébergement, dont le but d'accélérer cette transition numérique et d'améliorer le parcours patient. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Stéphane Kirsch, je suis directeur de l'innovation et de l'ingénierie biomédicale du territoire Nord-Saône-et-Loire. Donc c'est un groupement hospitalier qui réunit 3 établissements MCO et une dizaine d'établissements de santé publique. On anime évidemment l'ingénierie biomédicale, mais on a surtout, je dirais maintenant depuis 5 ans, on vit de l'intérieur, je dirais, le virage numérique de nos plateaux hospitaliers et en particulier sur des plateaux de soins critiques ou autres qui, en tout cas, ces derniers mois, ont participé également à la prise en charge de nos patients Covid, si on devait se rattacher à l'actualité. Ça fait une vingtaine d'années que j'exerce dans le milieu des équipements biomédicaux. Et croyez-moi, quand on parle interopérabilité, c'est un sujet qui me parle depuis à peu près une vingtaine d'années. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Alexandre Benoît, je suis ingénieur biomédical. Je suis chargé du développement de l'ingénierie clinique sur le GHT Nord-Saône-et-Loire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie clinique ? C'est le recueil des besoins des soignants en dispositif médical, et puis c'est la mise en place de ces nouveaux dispositifs médicaux dans les unités de soins. Donc, j'accompagne les soignants à bien utiliser les nouvelles technologies, et notamment tout ce qui est logiciel et les outils qu'on a développés pour gérer la crise, mais en courant aussi tous les dossiers de soins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on a 3 quarts d'heure maintenant. Alors, je ne connais pas exactement la nature de l'auditoire, si vous êtes expert ou pas, s'il y a des éditeurs logiciels ici. Donc, peut-être vous pouvez lever la main s'il y a des éditeurs logiciels.
personne. Donc on ne va pas aller trop dans le détail pour ne pas saouler les gens, parce que ça peut être compliqué. Donc peut-être on va commencer une question simple. Quand on parle d'interopérabilité des systèmes d'information de santé et des objets connectés, puisqu'on est au CIDO, il ne faut pas l'oublier, on parle de quoi exactement? Et pourquoi il s'agit d'un sujet à fort enjeu aujourd'hui? Isabelle, Stéphane? Bon, allez, je démarre. Interopérabilité. Alors, je ne vais pas vous refaire la définition de l'interopérabilité. Elle sera bien mieux définie que moi sur les outils numériques dont vous disposez. Non, concrètement, si on s'attachait à notre quotidien, pour nous, clairement, c'est la capacité à des systèmes de fonctionner entre eux avec toute la notion d'interfaçage que vous connaissez aujourd'hui. C'est extrêmement important pour nos établissements de santé. L'enjeu, il est majeur, puisqu'on se pose la question de l'enjeu de l'interopérabilité. Il est majeur parce que c'est la pièce angulaire aujourd'hui de la performance de nos établissements de santé. Vous connaissez l'hôpital comme moi. L'hôpital, c'est un ensemble de professionnels qui interviennent dans la prise en charge du patient. C'est donc complexe. Ça fait intervenir également des acteurs externes à l'établissement de santé, les communautés médicales du libéral. Et finalement, ce qu'il faut permettre à ces professionnels, c'est de leur faciliter la prise de décision. Voilà, donc l'interopérabilité doit leur permettre de faciliter la prise de décision, doit leur permettre d'avoir des données suffisamment structurées pour pouvoir effectivement orienter et définir aussi une gradation de prise en charge de nos patients. Si je dois aller un tout petit peu plus loin, on a souvent parlé de la médecine 4P, 5P, 6P. Je crois aussi que l'interopérabilité et cette capacité à faire fonctionner les systèmes entre eux doivent leur permettre aussi d'aller vers de la médecine préventive, avec aussi cette capacité d'analyser les pratiques et la prise en charge de nos patients. Juste pour compléter ce que Stéphane Kirsch vient de développer, c'est une obligation. On a déjà 20 ans de retard. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu une grande étude qui a été faite aux États-Unis en 1999. Le rapport s'appelle To Err is Human. Il est suivi, ce rapport, il montre qu'il y a 100 000 morts par an aux États-Unis d'erreurs médicales. Juste derrière, en fait, il y a un gros constat qui s'appelle Crossing the Quality Chasm, qui montre qu'en fait, ces erreurs, elles sont liées à un défaut de communication. C'est un défaut d'information entre les différents intervenants d'un parcours de soins. Donc vous voyez qu'en fait, l'interopérabilité, c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de qualité. Aujourd'hui, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis soignant à la base, je suis infirmier anesthésiste. Aujourd'hui, c'est juste une nécessité de savoir, quand on intervient sur un patient, qu'on ait la totalité des informations du dossier. Parce que sinon, on n'a qu'une vision partielle du patient. Donc c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de santé publique. Je compléterai donc au niveau de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est se comprendre, donc faciliter les échanges, le partage de l'information. Cette information ne se résume pas à l'information clinique. Il faut bien comprendre que l'information, elle peut être de nature administrative, financière. Ce sont les paramètres physiologiques, les alarmes. Donc c'est des informations de nature diverses et variées. Et par ailleurs, dans le cadre du projet Ma Santé 2022, on parle de décloisonnement. Donc un décloisonnement, les soins vont être de plus en plus administrés à la ville. Donc il va falloir aussi, et ça sera essentiel, de communiquer avec l'extérieur, avec la médecine de ville, le médecin traitant, mais aussi avec différents organismes, des organismes de santé publique qui vont collecter ces données à des fins de recherche, de surveillance et de tendance. Pour résumer, moi je pense qu'il y a 3 niveaux. Il y a au pied du patient, donc tout ce qui est clinique. Et en fait, la connexion avec les données démographiques, elles sont importantes parce qu'il y a un enjeu d'identito-vigilance. Il y a un enjeu aussi d'équipe, parce qu'en fait, la donnée et l'interopérabilité va nous permettre de manager correctement un service, une unité, un hôpital. Et puis, il y a un enjeu, le troisième enjeu, qui est la recherche. Aujourd'hui, en fait, pourquoi collecter cette donnée? Qu'est-ce qu'on va en faire demain? Est-ce qu'elle a de la valeur? Et commencer à se poser les bonnes questions.
Je pense qu'on a déjà perdu assez de temps sur cette question. Oui, on va y revenir justement, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris les explications, vraiment l'interopérabilité, c'est ça, c'est de pouvoir faire fonctionner tous ces différents logiciels hospitaliers, mais aussi de ville ensemble. Et c'est pour ça que je posais la question s'il y avait des éditeurs, parce qu'aujourd'hui, tous ces logiciels sont créés par principalement des sociétés privées et qui ne rendent pas forcément interopérables les logiciels entre eux. Ce qui fait qu'entre différents hôpitaux, entre différents même certaines cliniques ou même services d'hôpitaux, parfois il y a une impossibilité à faire fonctionner et parler ensemble les données. Et donc c'est une perte d'efficacité, évidemment, comme vous l'avez dit. Alors aujourd'hui, où en est-on de ce que vous voyez dans votre hôpital, dans vos services, dans vos missions, Isabelle aussi, de cette interopérabilité? Quels sont vos retours d'expérience chez Novacom et au sein de l'hôpital de Châlons? Où en êtes-vous aujourd'hui? Je vais vous parler d'un projet qui est d'actualité. C'est le projet CIDEP. C'est un système d'information de traçabilité des tests Covid. Donc, nous avons été sollicités chez Novacom pour construire une plateforme de façon à recueillir l'ensemble des tests Covid qui sont produits par différents laboratoires, des laboratoires publics, privés. C'est près de 4000 laboratoires aujourd'hui qui sont connectés à cette plateforme et qui remontent en temps réel des tests au quotidien, en continu. Ces tests donc, sont centralisés au niveau d'une plateforme située à la PHP. La collecte de ces informations, elle est sécurisée. Les tests, l'identification patient est anonymisée. C'est sécurisé, c'est chiffré. Donc, il y a cette couche, en plus de l'interopérabilité, donc de sécurité. Et l'objectif, ce n'est pas seulement de collecter ces tests, mais aussi de les partager. Donc, c'est les partager en se faisant confiance. Les partager avec qui? Avec tout d'abord le patient, pour informer le patient et son entourage du résultat de ce test, informer son médecin traitant, informer la médecine de ville, informer l'ARS pour effectuer un suivi local, territorial, régional. Et également, c'est envoyer, partager ces données, concentrer, centraliser ces données dans un entrepôt à des fins de recherche et en particulier effectuer des études épidémiologiques, suivre les tendances, suivre l'évolution de cette épidémie. Voilà ce que nous avons réalisé en très peu de temps en mobilisant plus de 30 personnes au sein de notre société. Depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, on recueille 250 000 tests par jour. On a une capacité de monter à 500 000 tests par jour. Donc là aussi, on voit l'explosion, une croissance exponentielle des données qui sont disponibles pour être exploitées. C'est magnifique. Alors, du coup, Alexandre, Stéphane? Si je remonte 5 ans en arrière, la situation à l'hôpital de Chalon-sur-Saône était la suivante. Un ensemble d'outils numériques informatisés, en tout cas qui nous permettaient de valoriser chaque métier. Je pense par exemple à la feuille d'anesthésie, de réanimation informatisée. Je pense effectivement au plateau d'hémodialyse, je pense au plateau d'ophtalmologie. Autant finalement d'outils qu'il y avait de spécialités dans notre établissement de santé. Pourquoi? Non pas que le DPI ne jouait pas son rôle, c'est tout simplement que le DPI n'avait pas la capacité d'assumer, je dirais, toutes ces spécialités. Donc il a fallu à un moment ou à un autre effectivement se diversifier. La seule chose, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, l'objectif c'était d'imaginer en tout cas que ces différents systèmes fonctionnent comme un ensemble. Donc le résultat était que nous produisions énormément de données à laquelle il fallait ajouter toute la donnée biomédicale associée effectivement à la centralisation de tous les équipements biomédicaux et cette volonté en tout cas de récupérer l'ensemble des informations. Et donc on s'est trouvé en situation de produire énormément de data pour lequel finalement on n'avait pas forcément derrière d'outils pour suffisamment structurer la donnée et en tout cas la partager dans son ensemble aux professionnels pour, comme le disait tout à l'heure Alexandre, prendre collectivement des décisions sur la prise en charge du patient. Donc il fallait absolument qu'on ait une solution qui nous permette de réunir et en tout cas de faire communiquer au minimum cet ensemble vers un autre ensemble d'outils ou un outil unique. Donc on a effectivement fait le tour de des solutions qu'il y avait sur le marché et donc nous avons fait le choix évidemment de la solution Novacom, de notre présence aujourd'hui près de vous.
On a été vers une solution qui s'appelle Novacom Passion Connect. Alors, c'est une brique parmi les briques, évidemment, mais aujourd'hui, ça nous permet quand même de centrer l'ensemble des flux vers un outil qui permet de le répliquer autant de fois que besoin. Et c'est une réalité puisque je reprends toujours et encore le plateau de réanimation, puisque c'est un endroit qui est riche, je dirais, d'outils de prise de décision. Aujourd'hui, on a des remontées de données biomédicales, on dispose de remontées de données pour la feuille informatisée métier, on dispose de remontées de données pour l'externalisation des alarmes, pour la gestion de la perfusion, pour un tas finalement d'applications. Et ça, grâce effectivement à un outil et à un pavé intermédiaire qui nous a permis en fait de monter un EI biomédical et effectivement d'aller vers une structuration de la donnée. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Maintenant que la donnée elle est disponible dans un format qui nous permet de la démultiplier, il faut effectivement, je dirais maintenant, aller encore plus loin, aller vers ce qui, je dirais, de l'archivage neutre, voilà, et pour pouvoir faire derrière autant de requêtes que nous aurions besoin de faire pour, comme on le disait également tout à l'heure, faire de l'analyse de pratique ou aller même au-delà, faire de la recherche et effectivement participer aux études liées par exemple à la dernière crise sanitaire. Juste pour compléter, en fait, parce que quand on vous parle d'externalisation des alarmes ou du dossier patient informatisé, ça a eu c'était un fort impact lors de la crise. Vous imaginez une infirmière, un soignant en fait, qui rentre dans une chambre de réanimation où il y a un patient Covid. Donc cette chambre, elle est en pression neutre, enfin même pression négative pour éviter la diffusion du virus. Quand elle rentre dans cette salle, elle en a pour plusieurs heures. Et cette centralisation de la donnée et cette possibilité de démultiplier la donnée, ça va lui éviter en fait de rentrer plusieurs fois dans la chambre parce qu'il y a une alarme. Donc, vu que l'alarme, elle l'a directement dans sa poche, ça lui évite de s'exposer. Ça lui évite d'aller dans la chambre pour recopier des données biomédicales. Donc, c'est un enjeu aussi de sécurité du professionnel de santé. Et donc, tous les professionnels qui étaient dotés de ce genre d'outils, eh ben, ils ont pu vivre la crise, je dirais pas plus confortablement, parce qu'en fait, on n'était pas confortable, qu'on soit clair. Mais en tout cas, ça a amélioré les conditions de travail. Oui, alors on avait parlé précédemment aussi d'un concept qui est celui de l'hôpital élastique. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Alors, l'hôpital élastique, c'est assez simple en fait. C'est un concept qui a été développé par l'OMS. Le but du jeu, c'est qu'un hôpital en fait puisse prendre en charge l'activité courante, et puis lorsqu'il y a une activité exceptionnelle, qu'on puisse étendre nos plateaux, étendre la possibilité d'accueillir des patients en situation dégradée. Et donc là, on a vécu une situation dégradée. Nous, notre ARS nous a demandé de passer de 16 lits de réanimation à 42. Donc vous imaginez, il a fallu transformer les espaces, il a fallu les doter de nouveaux équipements, il a fallu aussi voir avec nos partenaires comment on pouvait faire pour que la data elle puisse être intégrée dans des dossiers patients informatisés, dans des espaces qui n'étaient pas dédiés pour ça. Donc, appel aux partenaires, pour que on puisse connecter nos équipements biomédicaux à des feuilles de réanimation. Tout ça dans un laps de temps très très rapide, parce que je vais être large, en moins de 3 jours, c'était fait. Ce qui est exceptionnel. Ouais, c'est extrêmement rapide en effet. C'est vraiment impressionnant et en effet, là, encore une fois, l'interopérabilité a été un socle vraiment important pour pouvoir réaliser, on dira, cet exploit en période de crise. Vous parliez aussi précédemment d'un concept qui est celui du soignant augmenté. Peut-être, si vous pouvez revenir dessus, Stéphane. Le soignant augmenté, aujourd'hui, la charge mentale du soignant, elle est très importante. Le soignant, vous l'avez vu, on est dans une période où on réduit les ressources humaines. Je ne pense pas que ça va s'améliorer. Et la charge de travail est de plus en plus importante. Donc il va falloir commencer à réfléchir à ce qui est une haute valeur ajoutée dans l'acte du soignant, dans les soins qui sont prodigués, et ce qui a finalement peu de valeur. Recueillir des données biomédicales pour aller les mettre dans un dossier informatisé, ça a finalement très très peu de valeur. Donc ça, c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, c'est qu'il va falloir que l'interconnexion de tous ces outils nous permette d'améliorer la capacité du soignant. Et que le petit signal faible
qu'on ne voit pas ou que l'expert va pouvoir voir, il va falloir le mettre en exergue. Et c'est ce que je demande au système aujourd'hui. C'est que l'interopérabilité des systèmes puisse croiser les données et qu'à un moment donné, ce qui n'est pas vu par le soignant, parce qu'en fait, il est 2 heures du matin, qu'il a déjà 18 heures de travail derrière lui, eh bien, ça puisse lui être mis devant le visage. C'est au final ce que le concept de l'aéronautique. En aéronautique, vous voyez bien, en fait, les systèmes sont interconnectés. Et quand le pilote fait une manœuvre qui n'est pas dans le référentiel, il a tout de suite une alerte qui lui dit « Attention, vous êtes en train de prendre une décision qui est contraire ». Eh bien, il faut faire la même chose. On a beaucoup de retard là-dessus. Et donc, c'est le concept du soignant augmenté. C'est le croisement de données qui va nous permettre d'avoir une meilleure appréhension de ce qui se passe pour le soignant. Merci beaucoup. Juste pour une chose qu'on n'a pas évoquée, mais l'Azip Santé, ex-Azip Santé, qui aujourd'hui, avec le plan Ma Santé 2022, est devenu l'agence du numérique en santé, propose justement un cadre, ce qu'on appelle d'interopérabilité des systèmes d'information en santé. Et c'est un document vraiment de spécification ouvert et justement fait de tous ces remontées terrain que vous avez et qui est en train de se mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est un plan, un pan vraiment important du plan. Et voilà, je tenais à le souligner aussi parce qu'ils font un travail qui est extrêmement aride, mais qui est absolument nécessaire pour pouvoir avancer dans la santé connectée de demain. On peut peut-être préciser que c'est essentiel pour nous. Effectivement, le travail de l'agence est essentiel. Cette question de l'homogénéisation finalement des formats de données, pour nous, c'est aussi rassurant. C'est une espèce aussi de police pour nous, de régulation un peu de tout ce qui se propose aussi sur le marché, puisque malgré, je dirais, tous ces processus de certification et ces obligations, on a quand même encore aujourd'hui, il faut être réaliste, des difficultés à faire cohabiter un certain nombre de systèmes entre eux. Voilà. Et il y a des vraies ruptures encore qui existent, alors que finalement, si on devait se comparer à ce que l'on peut rencontrer sur d'autres secteurs, qui est par exemple l'imagerie médicale, où tout le monde s'est mis d'accord depuis pas mal d'années autour du DICOM, par exemple, je peux vous assurer que ça nous facilite drôlement la tâche et qu'on arrive à faire, là, pour le coup, des choses relativement extraordinaires. Voilà. Surtout aujourd'hui, quand on est en perte, effectivement, de ressources médicales sur des secteurs comme celui-ci. Alors, on l'a vu, l'interopérabilité revêt une importance stratégique. Elle est vraiment incontournable pour l'envol de la e-santé de notre pays et même en Europe. Or, tout au départ, on travaille avec la même patte, c'est la donnée de santé. On dit que c'est l'or noir de la santé de demain, d'ailleurs. Et si la question de la sécurité a constitué un très grand frein au dossier médical partagé, elle représente également un gros chantier de l'interopérabilité. Donc vous, qu'est-ce que vous préconiseriez? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces, on va dire, de ces ralentissements liés à cette extrême prudence par rapport à la sécurité de ces données? On le voit d'ailleurs avec le Health Data Hub. On a eu plusieurs médecins qui ont fait des vidéos sur YouTube parce qu'ils dénonçaient le fait que cette plateforme des données de santé a été externalisée avec un acteur privé américain. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de débats qui cristallisent l'attention autour de ce sujet. Vous, professionnels de santé, responsables, consultants, experts, qu'est-ce que vous pensez de ces thématiques-là? En termes de sécurité, je dirais qu'il y a différents niveaux. Tout d'abord, il y a des organismes comme la CNIL où il y a des référentiels comme le RGPD en Europe. Donc, il va falloir s'aligner de plus en plus devant ces aspects réglementaires. Il va falloir de plus en plus respecter les standards. Donc, dans l'interopérabilité biomédicale, on s'appuie sur le standard international HL7, les profils IHE. De plus en plus aussi sur le standard HL7 FHIR. Mais c'est aussi la sécurité, c'est l'identité patient, puisque dans le projet Ma Santé 2022, le patient, donc le parcours patient, c'est aussi bien dans l'établissement, mais à la ville. Donc il va falloir unifier l'identité patient et garantir une identité unique. Donc c'est un travail de rapprochement aussi d'identifiants. C'est l'identifiant s'appuyer sur des référentiels de professionnels, donc l'identifiant patient,
couplé avec des solutions qui vont permettre une identification unique de ce professionnel, quelle que soit l'application qu'il va utiliser au sein de l'établissement ou à l'extérieur. Des outils d'habilitation qui fait quoi? Et au-dessus de ça, ce sont des outils qui vont compléter cette plateforme d'interopérabilité, des outils de traçabilité, d'audit, pour suivre les actions qui sont réalisées, effectuer des audits, pour garantir la sécurité de l'ensemble de cette plateforme ou de ces plateformes qui sont utilisées dans l'environnement de santé. Et en plus de ça, si je reviens au projet, par exemple CIDEP, lorsqu'on effectue l'interopérabilité entre les différents systèmes, et en particulier avec les laboratoires, on a mis en place un contrôle qualité temps réel pour s'assurer que les données qui remontent de ces laboratoires, ces tests Covid, la qualité de ces données d'un point de vue format, d'un point de vue syntaxique, sémantique aussi, et de façon à garantir la complétude, l'exactitude de ces données. Donc c'est un contrôle qualité qui est mené pour une amélioration continue de l'échange de ces messages entre les laboratoires et la plateforme de centralisation. De façon un peu complémentaire, je crois qu'il n'y a pas de débat autour de la sécurité des données, on est tous d'accord. Se pose la question de la souveraineté numérique, et c'est toute la question autour d'Azure et des choix qui ont été faits il y a maintenant quelques mois. Je dis ça parce qu'il y a un peu plus d'un an, j'expliquais dans une conférence, et en tout cas dans un échange avec des collègues DSI, j'expliquais ô combien trop de sécurité finissait par tuer un peu la donnée, et finalement finissait par nous empêcher justement d'atteindre cette performance un peu organisationnelle dans nos établissements de santé. Et on m'avait dit, oui, mais attention, nous, on veut protéger la donnée, on ne veut pas faire comme les Américains, on veut surtout protéger la donnée et pas la revendre comme ça aussi facilement. C'est de l'or, hein, on parlait de l'or tout à l'heure, c'est de l'or. Donc il faut qu'on continue et qu'on ne grille pas les étapes. Bon, on voit à peu près le résultat un an après, et je ne fais aucun procès, évidemment, on subit les choses de la même manière que vous tous. Je crois qu'il y a dans les prochains mois, il y aura des choix qui seront un petit peu différents, et ça sera bien plus ouvert, en tout cas, pour avoir une réponse bien plus mesurée, en tout cas, sur cette notion de Data Health Hub. Mais je crois que si on veut faire de la sécurité, il faut qu'on fasse de la sécurité, je dirais, qui est ajustée aussi à la réalité de l'usage de la donnée, voilà, et que je crois qu'il faut assurer, dans le même temps qu'on sécurise la donnée, une certaine liberté à l'usage de la donnée pour pouvoir consolider, il est vrai, les bases dont on a besoin. Dans le cadre de la crise Covid, c'est une réalité, mais aussi pour nous permettre, nous, dans les établissements de santé, d'avancer, quoi, si je puis dire, d'avancer et de passer un certain nombre d'étapes. On a perdu beaucoup de temps sur un certain nombre de sujets, clairement. Alors moi, je vais être hyper pragmatique, je ne fais pas de politique. Donc je pense que savoir où est stockée la donnée, c'est éminemment politique. De façon pragmatique, aujourd'hui, je pense que les dés sont jetés, que finalement, on sait qu'on l'a perdu. Il fallait investir il y a 20 ans dans ces entrepôts de données. Aujourd'hui, j'imagine mal la France seule pouvoir s'opposer à Google ou Amazon, qui représentent une manne financière qui fait 2 à 3 fois le PIB français. Voilà. Deuxièmement, ils le font très bien. Et troisièmement, il y a un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, on vient de passer une crise. On a eu 30 000 morts, un peu plus de 30 000 morts. Les études montrent que les événements indésirables graves à l'intérieur de nos services de soins ou en ville sont importants. Alors en France ou en Europe, c'est très difficile de mettre une valeur à une vie. Les Américains l'ont fait déjà depuis une trentaine d'années et ça se compte en milliards. Donc, si on est pragmatique, c'est comme lutter contre le train dans les années 1800. On a déjà perdu. Donc, il faut avancer. Et vous, comme moi, on ne supporterait pas qu'une erreur médicale liée à un défaut de communication entre les différents systèmes tue un de nos proches. C'est très clair, c'est très clair. Et puis Stéphanie Combe, qui gère le S-Data Hub, le disait de façon à l'époque, hein,
quand elle a voulu aller très vite, justement. Elle est très consciente de ce problème-là. Et donc, cet acteur américain, Microsoft, était le seul, à ce moment-là, à pouvoir complètement répondre à tout le cahier des charges. Et ce qui l'a motivé, hein, selon les discussions qu'on avait pu avoir, c'est vraiment le fait d'aller vite, justement. Donc, rejoint complètement ce que vous dites là. Alors, pour revenir aux objets connectés, donc, puisque c'est le thème du CIDO, donc d'ici 2030, ce nombre d'objets connectés en circulation devrait atteindre 36 milliards. C'est un contexte où l'IoT explose et permet aussi à la santé connectée d'émerger. Là encore, l'interopérabilité est cruciale entre tous ces différents devices, hein, que ce soit les montres connectées, les balances connectées, les thermomètres connectés, les brassards connectés. Et donc, c'est vrai qu'au sein Digital Pharma Lab, donc je ne suis pas présenté, mais on aide à la digitalisation du secteur des industries de santé, et on a beaucoup de demandes aujourd'hui de laboratoires qui nous disent on a envie de créer des systèmes apprenants dans lesquels on va pouvoir collecter des données de différents objets connectés, donc des montres, etc., pour pouvoir prédire des événements. C'est des événements cardiaques, par exemple, que ça peut être des événements sur d'autres pathologies. Et le problème majeur auquel tous ces industriels se heurtent, c'est vraiment le fait qu'on ne peut pas obliger les patients à avoir un Fitbit ou un iPhone ou un Garmin ou une autre marque. Et donc, ça limite complètement en fait l'essor de nouveaux algorithmes qui permettraient de prédire et de pouvoir mieux suivre les patients, de pouvoir optimiser leur parcours de soins. Et c'est vraiment un problème qu'on a aujourd'hui. Enfin, j'en parle vraiment tous les jours. Donc, quelle interopérabilité pour les dispositifs médicaux? C'est une question. Et je crois que Innovacom, justement, a des billes à apporter. Et puis vous aussi, évidemment, parce que vous travaillez dans le département d'ingénierie biomédicale. Donc les objets connectés, on les rencontre au sein des établissements hospitaliers. Vincent en a cité quelques-uns, mais on les retrouve aussi à la ville. On a deux catégories d'objets. Des objets qui vont permettre la surveillance des pathologies chroniques comme le diabète, l'insuffisance cardiaque. Donc le patient va être doté de cet objet et le médecin traitant donc, va recevoir l'information de surveillance de cette pathologie directement chez lui ou se connectera sur une application dédiée au diabète, à l'insuffisance cardiaque ou respiratoire, etc. Donc ce sont des solutions qui sont, je dirais, isolées. Et également, on voit avec une émergence et une croissance des soins à domicile. Et dans ce cadre-là, donc Innovacom et Orange, donc on participe à un projet européen qui s'appelle Seren IoT, qui réunit 3 pays, l'Allemagne, l'Espagne et la France, différents acteurs, donc à la fois électronique, ST électronique, Mahatel, qui sont fabricants d'objets IoT, Fresenius, donc fabricant et leader dans le domaine de la perfusion. Et donc ce projet Seren IoT porte sur la surveillance d'un traitement de nutrition administré à domicile chez les patients, la collecte et l'intégration de ces données de perfusion dans un dossier patient qui se trouve au CHU de Grenoble. Donc nous avons développé en partenariat donc, avec ces différents acteurs donc une plateforme de collecte de l'information. Donc la pompe à perfusion est dotée de ce module IoT, communique soit par GSM, LoRa ou Bluetooth. Donc envoie à travers ces modes de communication les données de perfusion qui sont collectées, centralisées sur une plateforme, un dossier patient médicalisé au CHU de Grenoble. Et donc les équipes médicales donc, suivent à distance donc, l'administration de ce traitement. Donc, c'est une étude clinique. Les premiers résultats donc, seront publiés d'ici 6 mois donc, pour montrer l'intérêt et l'utilisation d'objets IoT dans le suivi du traitement, dans ce cas-là, de nutrition d'un patient. Voilà. Je crois que la question des objets connectés est une évidence, une fois de plus, dans nos structures, mais elle est complexe. Elle est complexe puisqu'il y a une multiplication sur le marché des solutions, des outils, et qu'on a beaucoup de difficultés à appréhender finalement cette réalité, en tout cas, de disponibilité technologique, en tout cas.
dans nos établissements de santé, pour des tas de raisons. Des tas de raisons. On ne sait pas finalement ce qui est du domaine réel du médical. On n'a pas de notion finalement réelle de certification de chaque étape finalement de traitement de la donnée, de la récupération de la donnée. Il y a une multiplication d'applications, toutes isolées les unes des autres. Alors on est en train de faire tout le contraire de ce qu'on a essayé de finalement faire jusqu'à maintenant. Mais néanmoins, tout ça, ça a un intérêt majeur. Donc, je ne sais pas quelle forme ça devra prendre, en tout cas dans les prochains mois et les prochaines années. On a besoin de ces systèmes. Je crois qu'il y a aussi, une fois de plus, un principe de réalité. Il va falloir faire le tri. Il va falloir reconnaître les systèmes qui valent la peine d'être reconnus, de les développer, même si aujourd'hui, peut-être, certains systèmes sont des systèmes dits de loisirs et qui ont la capacité éventuellement de muter vers des systèmes bien plus professionnalisés. En tout cas, il faudra effectivement avoir cette capacité à le saisir. Est-ce qu'il faut rajouter, entre guillemets, encore une police qui permette de faire un peu le tri dans tous ces systèmes? Peut-être, certainement, je ne connais pas la forme. En tout cas, aujourd'hui, cette question, elle est dans nos établissements de santé. Certains y sont allés déjà de leur application, de leur développement de leur application. C'est le lien essentiel avec la médecine de ville. On ne pourra pas continuer, c'est déjà le cas, et la crise que l'on vient de traverser nous le montre, on ne pourra plus accueillir tout le monde à l'hôpital, donc il va bien falloir à un moment ou à un autre que la communication et les échanges soient suffisamment solides avec nos patients, soit à domicile, soit éventuellement dans des structures de santé intermédiaires, de proximité. Donc voilà, il y a un vrai sujet à mettre sur la table, et je crois qu'on n'est qu'au début de l'histoire, même si maintenant ça fait des années qu'un certain nombre d'outils sont disponibles. Il y a des grandes majors qui proposent aussi des choses, je crois qu'il faut aussi arrêter de les ignorer, il faut aussi les considérer comme des gens extrêmement sérieux sur le sujet. Peu importe qui finalement gagnera la part du gâteau, nous on en a besoin, ça c'est sûr. Nous, on réfléchit comme vous sur la prise en charge du patient insuffisant cardiaque, parce que c'est une pathologie chronique qui est bien connue et qui permet, si on fait une surveillance avec des objets connectés, de pouvoir prédire une hospitalisation. Donc ça a un double impact, c'est-à-dire qu'en fait, on va limiter la morbidité chez le patient, on va prévenir la dégradation, on va pouvoir réorganiser nos services parce qu'on sait qu'on va avoir une recrudescence d'hospitalisation, donc en fait, on se réorganise. Donc c'est intéressant à deux titres. Aujourd'hui, le plan Ma Santé 2022 l'annonce, et on le sait déjà depuis longtemps, c'est que la pathologie chronique, la maladie chronique, c'est ce qui va être le plus important en France. On a un vieillissement de la population, on a des pathologies chroniques qui sont de mieux en mieux gérées, et que finalement, l'hospitalisation, c'est le dernier recours. Donc on va avoir de plus en plus de malades à domicile. Comment on va surveiller ces patients à domicile? Comment on va améliorer leur prise en charge? Le système qui est proposé par Innovacom est très très bien. Enfin, on en a déjà parlé. Vous voyez bien le nombre de professionnels de santé, il est en train de baisser. On a un rendez-vous chez un généraliste en général la semaine d'après quand on est malade. Donc il va falloir diminuer cette charge mentale chez nos praticiens. Et en fait, il va falloir automatiser certains systèmes. Je vois mal en fait un praticien qui va regarder tous les dossiers de soins des patients chroniques qu'il a tous les matins pour voir si leur glycémie est bonne ou pas. Donc il va falloir réinventer des systèmes où il va y avoir des indicateurs synthétiques qui prennent en charge plusieurs données et qui envoient une alerte au praticien en disant attention, ce patient est en train de se dégrader. Il va falloir faire une partie du travail. Ça existe déjà, j'invente rien. Il y a d'autres pays qui l'ont déjà mis en place. La Corée du Sud, il fonctionne déjà comme ça. Donc on a beaucoup à apprendre de nos collègues à l'étranger. Alors, tout à fait, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'experts en santé ou de professionnels de santé dans la salle, mais en France, on est pionnier vraiment dans ce type de système-là. Peut-être vous avez déjà entendu parler de MoveCare, et je tiens à glisser un mot sur ce logiciel qui a été créé au CHU du Mans par le docteur Fabrice Denis. Et il s'agit en fait d'une web app, donc une simple application liée à un site web, dans lequel les patients atteints de cancer du poumon, une fois qu'ils ont leur diagnostic fait, peuvent répondre à des questions simples sur leur état de santé. Voilà, combien de fois aller aux toilettes, des questions sur des symptômes. Parce qu'il y a un parcours de soins qui se fait une fois que l'annonce du cancer est faite. On va voir le médecin dans un mois, puis ensuite plein de professionnels.
Et le patient, souvent, il est à la maison et il se dit ben voilà, j'ai mon rendez-vous dans 3 mois, donc si j'ai un peu mal au bras, que je vais un peu trop souvent aux toilettes et que j'ai mal au ventre, c'est pas grave, de toute façon, j'ai mon rendez-vous. Ben, peut-être que si, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a une rechute, peut-être que le médicament fait trop d'effets secondaires et peut-être qu'il faut aller voir le médecin beaucoup plus tôt pour adapter la posologie ou peut-être faire un diagnostic, un examen complémentaire. Et cette application-là, elle a permis, sur un essai clinique validé, sur 30 000 patients, dont la moitié, à peu près 30 000 je crois, dont la moitié n'utilisait pas l'application, avec le même traitement pour le cancer du poumon, ceux qui utilisaient l'application ont eu une durée de survie augmentée de 7,6 mois par rapport à ceux qui n'utilisaient pas l'application. Tout simplement parce qu'ils avaient des rendez-vous plus tôt et qu'on pouvait prendre mieux soin d'eux, justement. Et donc, c'est la première application qui a reçu un ASMR niveau 3, donc une amélioration du service médical rendu d'un niveau 3 l'année dernière, en juillet 2019. Et c'est la première application, enfin ce que j'appellerais un logiciel médicament en quelque sorte, même si ce n'est pas réellement un médicament, il ne soigne pas, c'est plus qu'il permet, grâce à son action, d'allonger la durée de vie. Il a été remboursé il est remboursé aujourd'hui par la Sécurité sociale, et c'est une grande première en France, si je ne me trompe pas, en Europe, peut-être même dans le monde, mais voilà, je ne suis pas encore sûr. Donc on se dirige vers vraiment des applications comme ça qui ont des effets extraordinaires, et il a fallu vraiment batailler très longtemps avec les autorités de santé, avec des experts, avec des grands professeurs en cancérologie, pour pouvoir pousser ces innovations digitales jusqu'au lit du patient et dans le but de pouvoir sauver ces patients. Donc voilà, j'espère que ce n'est que le début. Et fort de ça, c'est pour ça que je vous disais que certains industriels ont envie de continuer sur cette voie, donc on pourra reparler, notamment pour d'autres pathologies, notamment cardiaques. Alors il nous reste peu de temps, on n'est pas pressé non plus, mais une des dernières questions que je vous poserai. Oui, alors j'ai une question, Claire Stenville qui dit « Super, pouvons-nous avoir le lien vers la publication scientifique ?» Oui, je vous l'enverrai tout à l'heure sur le chat. Donc, comment construire l'interopérabilité des systèmes de plus en plus centrés sur le patient ? Bon, autrement dit, une question que j'aime bien poser, parce que je laisse les choses grands. Comment, si vous aviez une baguette magique, vous, que feriez-vous pour porter les systèmes d'information en santé de France, voire d'Europe, au meilleur niveau ? Si vous aviez, entre guillemets, tous les pouvoirs de ce que vous voyez, de votre niveau, qu'est-ce que vous feriez ? Voilà. Je dirais tout d'abord, c'est mettre en place une plateforme d'interopérabilité pour se comprendre, échanger, faciliter les échanges et le partage de l'information, compléter par des solutions de sécurité pour l'identification unique patient, l'authentification unique, la traçabilité. Donc c'est se faire confiance. Et pour aller au-delà, c'est aussi mettre en place des entrepôts de données pour prévoir, pour anticiper, pour la recherche, améliorer les traitements, faire des études et s'assurer au final donc d'apporter toujours, de s'assurer d'avoir la bonne donnée du bon patient au bon moment pour le bon professionnel. Alors moi je dirais faire le tri, réguler. Faire le tri régulé pour permettre, comme on l'exprimait tout de suite, finalement, avoir des applications comme MoveCare rapidement être disponibles pour l'ensemble des professionnels que nous sommes sur le territoire, limiter et réduire, mais très largement, l'inertie de validation justement de tous ces systèmes qui font leur preuve. Je crois que vraiment, il faut que très rapidement, effectivement, on réduise en fait un certain nombre d'étapes, en tout cas on reconnaisse l'intérêt de l'ensemble de ces applications et vraiment je crois que voilà, là on aura passé déjà pas mal d'étapes et je dirais d'efficacité en tout cas dans la performance de nos organisations. Alors moi je ne suis pas un politique, mais par contre je pense que le législateur, là il doit légiférer. Ça ne passera à mon sens que par là. Aujourd'hui on a eu beaucoup d'investissements, l'hôpital a beaucoup investi dans des logiciels qui nous contraignent, qui nous enferment, qui nous emprisonnent. Donc moi, je pense que le législateur doit siffler les arrêts de jeu, et maintenant, on va légiférer et obliger à tous les fournisseurs à avoir le même format, le même langage
pour que les logiciels soient interopérables. On a perdu trop d'argent, on perd trop de vie, et en fait, aujourd'hui, c'est un peu la foire, quoi. Dans l'écologie hospitalière, c'est la foire. Alors justement, je crois qu'il y a très récemment un député, Cyril Isaac Sibyl, qui, je cite, souhaite rendre obligatoire, alors là on va bientôt finir, qui souhaite rendre obligatoire l'utilisation d'un logiciel médical comportant les dernières mises à jour compatibles avec l'alimentation du DMP, qui soit interopérable avec tous les autres systèmes, et mettre en place justement un référentiel d'interopérabilité obligatoire, opposable aux éditeurs de logiciels dans les 6 mois, comprenant des prescriptions applicables notamment à l'alimentation des DMP. Donc on arrive vraiment à ça. Je crois qu'aux États-Unis, ils sont allés encore plus fort parce qu'il y a une pénalité financière à ceux qui ne respectent pas le jeu. Et il me semble que le gouvernement actuellement, avec l'Agence du numérique en santé, quand ils vont faire des appels d'offres pour des logiciels, il y aura le prérequis d'interopérabilité pour pouvoir candidater. Donc là, ça va être extrêmement violent puisqu'on n'aura personne, si jamais ils n'ont pas prouvé, charge à eux, à ceux qui candidatent, de prouver leur interopérabilité avec les systèmes existants. Donc voilà. Je pense aussi... Ouais, si je me permets d'instant, alors je suis totalement en phase avec cet état d'esprit, ces réflexions en cours, politique ou pas, bref, mais je veux juste rappeler aussi des principes de réalité. On a eu la même histoire il y a quelques années avec le logiciel LAP. Tout était certifié à partir du moment où c'était sur le marché. On a eu accès à des logiciels qui sont loin d'être au niveau de la communication qu'on nous avait vendue grâce à la certification. Voilà. Donc si on doit aller vers une police qui régule effectivement par la législation ou pas, avec des pénalités ou pas, je dirais le bon fonctionnement de ces systèmes, il faut aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout de la démarche. Donc finalement, IoT en santé, interopérabilité, est-ce qu'on est à l'âge de la maturité? C'est le thème du CIDO 2020. On n'est qu'au début de la maturité. Non, je dirais que c'est un process continu, on avance, et je dirais que la prochaine étape, c'est pas seulement de centraliser les données, enfin de les échanger, de les partager, de les centraliser, mais c'est aussi de les exploiter, de leur donner de la valeur pour améliorer la qualité des soins, pour améliorer le parcours patient et gagner en efficience au sein des différentes institutions. Rendre disponible la donnée. C'est extrêmement, extrêmement important, de la donnée structurée pour la prise de décision. C'est essentiel et que ça permette effectivement aux professionnels, d'une manière collective, de pouvoir prendre effectivement les bonnes décisions au bon moment et pour les bons patients. Moi, je dirais, parce que quand on voit ce qu'on est capable de faire en France et mondialement, qu'on est technologiquement prêt, mais qu'on est collectivement défaillant. On en est là. Donc je pense que pour conclure, il y a aussi un besoin qu'on n'a pas évoqué de formation. J'ai un ami qui est expert, qui s'appelle Lionel Richard, qui postait ce matin sur LinkedIn qu'au-delà de l'argent, parce que Olivier Véran a annoncé un plan à 6 milliards pour le digital, dont 2 milliards dans la santé, il y a quelques semaines. Au-delà de l'argent, c'est la culture et les compétences des acteurs qui interpellent. Les usages sont très peu développés, la connaissance, compréhension des outils est faible, et il faut revoir les formations et accompagnements des utilisateurs professionnels de santé et des patients. Donc je pense qu'il a aussi raison, il y a tout cet aspect-là d'accompagnement, peut-être justement par des technologies digitales, les MOOC, les cours en ligne, on ne sait pas, il y a plein de choses à inventer. Le développement de l'ingénierie clinique. Il y a un gros sujet. C'est notre quotidien, c'est vraiment notre quotidien et c'est un enjeu majeur. Très bien, merci beaucoup à vous, je vous invite à les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y a peut-être des questions dans la salle, mais c'est fini. Parlez fort et puis on s'arrange.